garder ce titre-là. Aussi, pour ceux qui me voient aujourd'hui et qui comparent avec la photo, comme vous voyez, je suis encore plus vieux que ce qu'il y a sur la photo. On m'a demandé de faire une présentation sur l'évolution du milieu de la dépendance au Québec. Et j'en suis très heureux. Je suis très heureux qu'on m'ait invité. C'est un grand honneur pour moi. Je vous remercie. Je remercie les organisateurs de l'avoir fait. Sans plus tarder, je me lance là-dedans. D'abord, je pense qu'on a vu tous les gens en place devant d'autres commentaires que je vous ai dit, c'est que Michel a déjà présenté 2-3 minutes dans ma présentation, ce qui va me permettre de gagner du temps. L'organisation de sommet, on voit que c'est un témoin du chemin parcouru quand on voit tous ces gens-là qui sont devant la table. Donc, on a réussi à organiser en partenariat un sommet sur les dépendances. Et ça, je pense qu'il faut le souligner. Si on regarde aussi dans le programme les thématiques qui vous sont présentées, on voit que c'est vaste. Donc, on touche de la prévention à la réduction des méfaits en passant par le traitement. On touche l'ensemble des problèmes associés, l'ensemble du phénomène de la dépendance, en tout cas pas mal l'ensemble du phénomène de la dépendance. Donc, on peut dire que c'est un bel accomplissement. C'est un bel accomplissement aussi d'avoir 400 personnes qui ont voulu se déplacer ici à ce sommet. Donc, ce que j'aimerais vous présenter pas trop longtemps, c'est comment on est arrivé là, dans le fond. Et donc, mon point de vue de routier s'enracine évidemment dans l'histoire, comme vous pouvez y penser. Alors, je vous offre quelques jalons historiques, où, pour un peu, dans le fond, l'évolution, comme je la vois, c'est qu'on est passé d'une atmosphère plus de rivalité et de compétition à une plus grande atmosphère de collaboration et d'intégration des services au cours des années. Les années 70, je commence loin, mais moi je suis arrivé dans le réseau au Centre Don-Lémy en 1977. Dans ce temps-là, au Québec, il y avait les Centres Don-Lémy. Les Centres Don-Lémy, c'était surtout des centres bénévoles au départ. C'était des bénévoles qui disaient on va s'occuper des alcooliques. Ça découlait de l'Église catholique avec les sacs Lacordaire qui avaient décidé de venir en aide aux alcooliques. Il y avait aussi des médecins qui avaient compatissants, qui s'occupaient de ça, qui s'occupaient des alcooliques avec ces bénévoles-là. Donc, ça a été des centres Don-Lémy, mais qui ont évolué par la suite. Moi, quand je suis arrivé au moment où la réforme Castonguay-Neveu venait juste de s'appliquer. Ça voulait dire qu'au Québec, on avait un ministre de la Santé. Ceux qui lisent les journaux, vous voyez, souvent, il écrit encore M. Castonguay pour critiquer ce qui s'est fait après lui ou pour nous donner comment on devrait gérer le réseau de la santé et des services sociaux. Sachez que c'est un ministre de la Santé qui a transformé le ministère de la Santé pour en faire un ministère de la Santé et des services sociaux. Et dans ce cadre-là, le champ de l'alcoolisme et des toxicomanies, mais c'était surtout l'alcoolisme à ce moment-là, est passé plus dans le champ social. Ce qui fait que Don-Lémy Montréal, qui était un petit hôpital avec des médecins, beaucoup de médecins et des infirmières, est devenu un centre psychosocial où on a embauché plus des travailleurs sociaux, des psychologues. On a gardé évidemment les médecins, on a gardé aussi les infirmières, mais en tout cas, je vous fais grâce de l'ensemble de cette histoire-là, mais c'était une époque assez chargée sur le plan de ce qui s'est passé. Et il y a aussi, à ce moment-là, dans ces années-là, des mouvements d'entraide qui ont pris de l'ampleur. En particulier, on avait eu les cercles Lacordaire avant, mais là, en provenant des États-Unis, on a eu particulièrement le mouvement alcoolique anonyme, qui est arrivé au Québec. Donc, pas catholique, aconfessionnel, mais basé sur la spiritualité et basé sur le modèle de maladie. Donc, il y avait une façon de voir l'alcoolisme qui était différente des centres psychosociaux. Il y avait aussi des communautés thérapeutiques, dont la plus célèbre, évidemment, est le portage, qui s'adressaient plus... qui s'adressait plus aux gens qui avaient des problèmes d'héroïne. Donc, il y avait des gens qui s'occupaient des alcooliques, des gens qui s'occupaient des héroïnomanes, et il y avait aussi plusieurs modèles pour expliquer comment on devient alcoolique ou comment on devient toxicomane. Alors, il y en a qui disaient c'est une maladie héréditaire, irréversible. Il y en a qui disaient non, ça tient plus à l'environnement. Les psychologues disaient que c'est plus une approche psychologique, donc c'est l'inconscient qui nous amène à développer des problèmes de dépendance. Même, c'est même pas nécessaire de s'occuper de la consommation. On a juste à leur régler leurs problèmes psychologiques, puis ils vont arrêter de boire. J'ai une caricature, évidemment. Mais il y avait beaucoup de modèles qui étaient en compétition les uns avec les autres.
c'est mon modèle qui est le bon, puis moi, ma façon de traiter les alcooliques et les toxicomanes, ça, c'est la bonne façon. À ce moment-là, on a eu même des chicanes importantes sur les taux de succès. Alors là, à un moment donné, il y avait un conférencier qui disait que lui, il avait 90% de taux de succès avec sa gang, puis que les autres en avaient à peu près 5%, puis l'autre disait le contraire. Donc, on avait ce mouvement-là. Donc, des gens qui étaient quand même très dévoués, qui voulaient aider les personnes, mais chacun avec une approche plus fragmentée, disons. Dans les années 80, une des choses qui est arrivée, c'est qu'il y a eu le développement de la recherche en alcoolisme et en toxicomanie, surtout à partir des États-Unis, mais on a pris connaissance de ces résultats-là. Et là, on a découvert, ou on a appris, on a vu que le phénomène de dépendance, ce n'est pas un phénomène univarié, c'est un phénomène multifactoriel. Donc, c'est pas juste parce que mon père est alcoolique, c'est pas juste parce que mes parents ne sont pas occupés de moi. Il y a un ensemble de phénomènes. Et ça a mis un peu, ça nous a obligés à être plus nuancés dans nos propos, disons. Alors ça, c'est un élément important à retenir. Et aussi, donc, l'alcoolisme, parce que c'était surtout ça qui était étudié, c'est un continuum. On n'est pas alcoolique ou pas alcoolique, il y a un continuum de dépendance qui peut se développer. On a eu aussi des données sur l'efficacité des traitements, qui a permis à tout le monde d'avoir un peu plus de modestie. Dans le sens que, quand on prenait le critère, par exemple, est-ce que les gens sont abstinents après un an, il y en avait à peu près 40% après un an, quelle que soit l'approche utilisée. Donc, mon approche n'est pas meilleure que la tienne. On a des taux de succès modestes, mais après ça, on a redéfini c'est quoi le succès. C'est pas juste l'abstinence, mais quand même, ça permettait de nuancer les choses. Il y a eu aussi, parce qu'il faut que j'aille assez vite quand même, les programmes de formation. Il y a eu les certificats en toxicomanie à l'Université de Sherbrooke, à l'Université de Montréal, qui ont eu une grande importance. Parce que qu'est-ce que ça a fait? C'est des intervenants qui venaient d'un peu partout, qui se réunissaient là. Là, ils entendaient quelqu'un parler, c'est quoi les données prenantes, c'est comment on comprend le phénomène. Ces gens-là se parlaient. Donc, il y a eu, les frontières se sont élargies un peu, puis on a commencé à parler les uns aux autres. On a aussi des centres pour personnes alcooliques et toxicomanes. Ça, c'est un modèle au Québec qui était propre au Québec. Je peux vous dire qu'en France, par exemple, c'était des organisations totalement séparées, les toxicomanes d'un bord, les alcooliques de l'autre. Aux États-Unis, c'était pas mal comme ça. Donc, on a là aussi, OK? Là aussi, ça a permis d'élaborer, d'ouvrir nos perspectives. Il y a aussi la création d'associations, l'Association des intervenants en toxicomanie du Québec. Il y a eu les centres de réhabilitation pour personnes alcooliques et toxicomanes qui se sont regroupés en association. Ça a permis aussi de faire circuler les idées, de se former, de s'encourager mutuellement. Je mentionne aussi la fondation du CRAN. Parce qu'avec le CRAN, on a introduit la drogue dans le traitement, la méthadone. Ouais. Et on a dit, les données probantes démontrent que ça fonctionne. Et là, je peux vous dire que des résistances idéologiques se sont manifestées. Moi, je me souviens, je travaillais à Dominique. Comment ça? On ne va pas accepter en résidence des gens qui prennent de la méthadone, ça n'a pas de bon sens, on remplace une drogue par une autre. Bon, on avait la même chose dans le domaine de la santé mentale. Les gens alcooliques anonymes avaient beaucoup de résistance au fait que les gens puissent prendre une médication pour le problème de santé mentale. Donc, ça paraissait comme un peu incompatible. Donc, le CRAN en fait beaucoup. Et ce qui a beaucoup fait, c'est l'arrivée du sida. Quand les gens meurent, là, on ne peut pas dire qu'ils s'arrangent. Il faut s'en occuper. Il faut aller les chercher. Il faut leur offrir un traitement. Donc, la réduction des méfaits a permis d'avoir une approche plus pragmatique et plus humaniste. De dire, ce sont des personnes qui ont besoin d'aide, on va s'en occuper, on va leur offrir un traitement, même s'ils ne veulent pas arrêter de consommer, on va les prendre quand même. On va essayer d'aller les atteindre et leur offrir quelque chose qui va leur permettre de diminuer les méfaits de leur consommation s'ils ne veulent pas arrêter. Ça a été très important. Ça a été très important aussi pour diminuer les réticences par rapport au fait qu'on devait nécessairement exiger l'abstinence dans nos traitements. Parce que là, on n'avait plus le choix. On ne peut pas laisser les gens mourir. Dans les années 90, il y a eu le rapport Bertrand. Ça, c'est Robert Bourassa, qui en a peut-être parmi vous qui s'en souviennent, qui avait créé une commission pour étudier le phénomène des drogues. Je vous fais grâce de toutes les recommandations qu'ils ont faites, c'était quand même une commission très sérieuse. Mais, entre autres, deux choses que je retiens. La création de l'équipe de recherche. On a dit,
Il manque de recherche au Québec. On va rechercher des recherches aux États-Unis, on n'en fait pas au Québec. Il faut être capable de devenir autonome par rapport à la recherche, d'avoir nos propres données sur lesquelles on peut se fier, que ce soit pour connaître la population, que ce soit pour connaître comment on réussit à aider les gens. Et il y a eu 2 équipes de recherche. Il y a eu celle de Richard Tremblay, Maurice Dongier, puis il y a aussi le risque qui existe encore, qui vient de fêter ses 25 ans. Michel a parlé de ce qu'on a fait pas mal, je ne reviens pas là-dessus, mais il y a aussi un programme d'intervention auprès des jeunes qui a été créé. On a commencé à dire on va s'occuper des jeunes. Et ça, c'est suite au rapport Bertrand. On a généralisé ça, puis on a, que ce soit des centres privés, des centres communautaires, des centres publics, tous étaient financés pour offrir des services aux jeunes. Ça, c'était quelque chose d'important. Et je peux vous dire que quand j'allais en France, en Suisse, en Belgique, ça n'existait pas beaucoup l'intervention auprès des jeunes. C'était très peu développé. Donc, on a comme un rôle de pionnier à jouer. Évidemment, les dépendances comportementales sont arrivées dans le champ des dépendances avec le jeu et maintenant la cyberdépendance. Il y a aussi, je veux souligner que le ministère de la Santé et des Services sociaux a assumé un leadership. Et je veux rendre hommage en particulier à Robert Faulkner ici, qui a eu un rôle important pour dire qu'il faut que nos interventions soient basées sur des données probantes. Et ça, je pense que ça a été déterminant parce que ça a donné une impulsion pour dire qu'il faut s'occuper de ça. Et il faut le faire correctement. Je vais revenir plus tard d'ailleurs là-dessus sur une conséquence de ça. Il y a aussi la CRDQ, l'Association des centres de réadaptation en dépendance, qui ne s'appelait peut-être pas comme ça au Québec, qui a beaucoup insisté sur les meilleures pratiques. Il faut avoir des meilleures pratiques fondées sur les données probantes, puis qui a organisé, on peut penser au sommet qui est une première. On peut dire qu'il y a eu des ronds-points avant quand même, où on a rassemblé beaucoup de monde. La différence, c'est que ce n'était pas autant de partenaires qui étaient expliqués dans l'organisation, mais quand même, ça réunissait beaucoup de gens. Et aussi, le mécanisme de certification des organismes privés communautaires. Moi, j'étais dans le comité d'élaboration de ces normes-là et de suivi par la suite. Je peux vous dire que ça a permis de hausser beaucoup le niveau de ces centres-là, et ça a aussi introduit, et ça, Robert Faulkner y tenait beaucoup, toute la question des données probantes. On veut vous appuyer pour l'évaluation, par exemple, pour que vous ayez des approches validées. Donc, ce n'est pas du n'importe quoi, on fait quelque chose de sérieux. Ça, je pense que ça a été très important. Depuis les années 2000, on s'en va toujours vers une plus grande collaboration. Moi, je vais donner 2 exemples. Les mécanismes d'accès jeunesse en toxicomanie. 5 minutes, je pense. Les mécanismes d'accès jeunesse en toxicomanie, c'est un beau modèle, je pense, parce que comme je disais, les centres pour jeunes étaient autant privés que publics. Et aussi, on voulait s'assurer qu'on allait faire de la détection des problèmes dans les écoles, dans les milieux de première ligne, qu'on avait des outils validés pour le faire, qu'on aurait un outil qui nous permettrait, l'IGT Ado, donc la DEPADO, l'IGT Ado, pour dire, on va voir dans quel centre il devrait se retrouver. Et donc, il y avait tout un mécanisme qui obligeait dans chaque région les gens à se parler, les gens à communiquer à l'aide d'outils qu'ils partageaient. Et ça, je pense que c'était une importance pas pour favoriser la collaboration. Et c'était plus facile dans le domaine des jeunes parce qu'il y avait moins de résistance. C'était des nouveaux intervenants qui allaient dans le domaine. Avec les adultes, c'était un peu plus difficile. Mais avec les jeunes, ça nous a permis de faire une percée intéressante. Il y a aussi l'exemple des formations croisées que Michel anime depuis de nombreuses années, qui a aussi réuni des gens autour de la question de la problématique de toxicomanie, santé mentale. Tout le monde nous dit ça, c'est dur, les deux problématiques. Qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui ont les 2 problèmes? Bien, Michel a réuni des gens, leur a permis de communiquer avec eux, entre eux, donc que ce soit le communautaire, le public, la santé mentale, la police, tout le monde était là, on pouvait parler de nos problèmes, puis les experts n'étaient pas juste là pour nous donner la vérité révélée du haut de leur chair, il y avait tout un mécanisme d'échange qui continue d'ailleurs, qui a beaucoup de succès. Alors ça, c'est des éléments, je pense, qui ont contribué à augmenter notre capacité de collaborer les uns avec les autres. Je mentionne rapidement, il y a eu la création du programme Service Dépendance qui est venu donner aussi une impulsion de dire on veut s'occuper de l'ensemble du champ, que ce soit de la prévention jusqu'à la réduction des méfaits, que ce soit tous les problèmes associés. Là, à ce moment-là, suite à ça, il y a eu une création d'un institut universitaire sur les dépendances qui est chargé de recherche, chargé de formation. Il y a eu des programmes de formation de première ligne, on dit, dans les CLSC qui se sentent démunis avec les problèmes d'alcoolisme, qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Comment ils peuvent détecter les gens, comment ils peuvent les référer. Pas facile, mais c'est quelque chose qu'on a voulu mettre de l'avant.
Et on a eu finalement un projet à eux dans lequel on disait c'est bien beau le programme de service dépendance, mais comment on peut faire pour que ça marche cette affaire-là? Donc on a essayé de trouver un peu des formules. On a parlé d'intégration verticale, c'est-à-dire de la prévention jusqu'à la réduction des méfaits, en passant par le traitement, et aussi tous les problèmes associés, que ce soit la santé mentale, l'itinérance, les problèmes avec la justice, etc. Et un concept qui sortait de ce projet-là, c'est un projet que je trouvais intéressant, c'est le concept d'alliance organisationnelle. C'est pas suffisant d'avoir des structures, c'est important d'en avoir, mais comme on a une alliance thérapeutique qui va au-delà des méthodes d'intervention pour dire ce qui est important, c'est l'alliance qui se crée entre le thérapeute et son client, mais moi je pense que dans les organisations, c'est la même chose. Ça prend des gens qui sont voués, des gens qui croient à ce que c'est possible et qui sont capables d'établir des collaborations les uns avec les autres. Alors, les nouveaux défis, je vous parlerai de la réforme de la santé et des services sociaux qui nous a été léguée par notre cher ministre Barrette du temps, qui avait comment dirais-je, qui souhaitait avoir une meilleure intégration des services en fusionnant tout le monde. Je ne suis pas sûr personnellement que c'est ça qu'il faut faire. Je pense qu'actuellement, on est en train de gérer les conséquences de ça. Et moi, une de mes préoccupations notamment, en dehors du fait que les gens dans le réseau s'épuisent, c'est aussi toute la question de l'approche sociale. Jusqu'à quel point on va conserver l'approche sociale dans le réseau de la santé et des services sociaux. Moi, je vois de nombreux gestes qui m'amènent à penser qu'on est en train de mettre ça un peu de côté. Alors, pour moi, ça, c'est une préoccupation que j'ai. Évidemment, les dossiers de l'heure, c'est la légalisation du cannabis qui, comme vous voyez, est en train de se mettre en place. Je vous signale d'ailleurs qu'il y a eu tout un numéro spécial de Droit Santé Société qui est sorti là-dessus en 2018. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, vous allez consulter ça. Oui, je vois lui. Et aussi, toute la question de la mise en œuvre des données de recherche issues de la recherche. On le sait, mais est-ce qu'on le fait? Et c'est pas évident. Je prends un exemple cher à Joël Tremblay, c'est toute la question des gens. On dit que la toxicomanie, c'est un problème chronique. Donc, il faudrait avoir une approche différente. On va relancer les gens, pas attendre qu'il y ait le chute pour le faire. Là, je parle au niveau de la réadaptation. Est-ce qu'on le fait vraiment? Je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire. On pourrait parler de la même chose au niveau de comment on utilise ou pas nos outils de détection pour être capable de vraiment référer les gens aux services qu'ils ont besoin. Alors, pour ceux qui seraient intéressés d'avoir une référence sur l'aspect historique de tout ça, il y a eu un article de Chantal Claude et Bastien-Quirion dans Droit Santé et Société qui faisait un peu le portrait de tout ça. Moi, en tout cas, je suis là pour dire, je me réjouis de voir que la collaboration continue de se faire, que c'est un réseau qui demeure dynamique. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Et puis, je vous souhaite un bon congrès.